Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Écoute Paris, c'est sur Vox Africa. Alors, mon invitée est jeune, elle a de la matière grise, elle est belle, et pour une fois, on ne parlera pas de... Elle me regarde avec un air étonné. Bon, elle ne parlera pas de cheveux, de rouge à lèvres, non, on parlera de sujets sérieux. Nous allons parler politique, puisqu'elle est analyste politique et géostratégique, chercheuse sur les questions de terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée. Avant de vous la présenter, j'aimerais que Olivier Enogo nous présente donc mes spécialistes, mes experts, Fendi Liko. Bonjour Fendi. Eugénie, comment ça va? Ça va et toi? Ah, ça va très bien, je suis toujours commentateur politique et sportif. Je sens que tu vas t'amuser aujourd'hui. Patrice Giancé, bonjour. Bonjour. Consultant en stratégie d'entreprise. Bah oui, toujours là. Toujours là. Et mon invité, donc celle que je vous ai présentée, Tal Madina. Madina, bonjour. Bonjour Eugénie. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, je disais que tu es jeune, que tu es belle, que tu as de la matière grise. Et je le pense sincèrement parce qu'en fait, on est habitué aujourd'hui à voir des jeunes femmes qui ne sont intéressées que par la beauté, leur apparence. C'est très important. Mais des jeunes qui pensent à l'avenir de l'Afrique, c'est encore plus important. C'est vraiment crucial que tu sois là. Et je remercie donc Patrice Giancé qui t'a invité ici. On va parler... il y a des sujets que tu abordes, hein, puisque ce sont des sujets de prédilection. On va parler de la jeunesse. On va parler de la France qui est en train de quitter l'Afrique au fur et à mesure. En tout cas, 3 pays ont demandé à la France de quitter leur pays. Donc, il s'agit du Mali, de la Centrafrique et du Burkina Faso. C'est très important qu'on ait le regard des jeunes parce que nous, les anciens, on a fait ce qu'on a pu. On n'a pas forcément fait les meilleures choses, mais on est content que la jeunesse, justement, s'empare de ce sujet, de cette question de la relation entre la France et ses anciennes colonies. Le regard de la jeunesse, bien sûr, le regard de la jeunesse africaine intéressante dans la mesure où elle représente plus de 70% de la population. À l'horizon 2050, on aura quand même énormément de jeunes sur le marché de l'emploi, des jeunes formés ou pas, des jeunes employés ou pas. Et donc c'est important justement de s'intéresser au regard que porte la jeunesse sur cette question-là. Alors un peu de contexte pour débuter, parce que la France se replie lentement mais sûrement du Sahel. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse est inquiète par rapport à ces menaces asymétriques, le terrorisme, avec tout son lot de conséquences qu'on peut voir aujourd'hui dans ces pays-là qui sont en transition militaire. Et c'est une jeunesse inquiète par rapport à sa souveraineté, par rapport à, on va dire, des besoins internes auxquels les politiques n'arrivent pas à répondre. Les besoins d'emploi, les besoins de formation, les besoins de stabilité démocratique, politique et économique. Donc je pense qu'on a une jeunesse aujourd'hui inquiète en Afrique, mais qui ne désespère pas, parce qu'elle a les capacités, et là j'en suis convaincue, elle a les capacités, les compétences nécessaires pour participer au développement de ces pays-là. Mais tout commence par une volonté affichée et par beaucoup de courage, parce que sans courage, évidemment, le travail ne servira pas à grand-chose. Alors, avant de passer la parole aux experts, une autre question, c'est est-ce que tu penses que des personnes comme Kémy Séba, notamment, et d'autres activistes ont changé la donne? La question du franc CFA, ont vraiment montré à la France, aux dirigeants français, européens, que les jeunes en Afrique veulent vraiment se départir de cette relation France-Afrique sulfureuse. Est-ce que tu penses que c'est grâce et par le combat des jeunes, de jeunes comme Kémy Séba et bien d'autres, que les choses maintenant commencent à bouger réellement? Alors, les choses bougent, mais est-ce qu'elles bougent de nature à avoir un impact d'avancement? C'est cela qu'il faut se poser. Je veux dire, quand on parle de Kémy Séba aujourd'hui, moi, je ne partage pas forcément ses positions, parce que je trouve qu'on est sur du panafricanisme très dur, assez radical. Et la jeunesse d'aujourd'hui, qui n'est plus demandeuse de changement, est devenue aujourd'hui acteur de ce changement. Elle n'est plus demandeuse de changement. Ah non, elle n'est plus demandeuse de changement, elle est un acteur du changement. On le voit aujourd'hui, les jeunes ne sont plus attentistes de l'État pour répondre à leurs besoins. Ils sont dans la débrouillardise, pas au sens négatif du terme. Ils s'intéressent au métier du numérique,
des nouvelles technologies, ils sont dans l'entrepreneuriat, même si encore dans beaucoup d'États africains, les politiques entrepreneuriales ne suivent pas, mais quand même, ils sont audacieux. Oui, il y a quand même dans certains pays africains une volonté des politiques justement à accompagner les jeunes. À accompagner les jeunes, oui. Mais ce n'est pas suffisant quand on sait que, par exemple, ne serait-ce que pour la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2030, il y a à peu près 1 million de jeunes à employer sur le marché. Donc c'est un défi énorme auquel seules les politiques ne peuvent pas répondre. Oui. Donc il faut trouver des solutions alternatives pour répondre aux besoins directs de ces jeunes-là sur le continent. Donc ça veut dire en fait que les jeunes ont compris que l'État ne peut pas tout faire. Ah bien sûr, l'État ne peut pas tout faire. D'où leur intérêt vers le secteur privé. Patrice Yancé. Madina, je suis content de t'avoir aujourd'hui comme invité, surtout sur les sujets de stratégie, de géostratégie, puisque ce sont des sujets auxquels effectivement je suis très attaché, pardon. Et effectivement au niveau de l'entrepreneuriat. Et l'évolution que prend justement tous ces conflits, on va dire entre guillemets, en Afrique, notamment le fait que là on a maintenant le Mali, le Burkina Faso, la Guinée qui se sont un peu exclus, on va dire, de la CEDEAO. Comment c'est perçu justement, toi qui vas souvent en Côte d'Ivoire? Je sais que voilà, c'est quand même un marché quand même qui a été, je sais que par exemple le Mali utilisait beaucoup le port d'Abidjan, donc ce sont aussi des marchés du coup que se retire la Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de trouver des solutions différentes. Comment c'est perçu justement? Est-ce que les gens de terrain sont aussi en accord avec les prises de position des fois du gouvernement quant à isoler un peu le Mali, la Guinée et les Burkina? Alors c'est toujours difficile de répondre quand on a à la fois la conception théorique et pratique du terrain. Il faut trouver une sorte de diplomatie dans tout ça. Mais moi, ce que je peux dire en tant qu'une personne, je ne suis pas du tout bureaucrate, je fais beaucoup de terrain. Et ce que je peux dire, quel que soit le fait qu'on tire à boulet rouge sur ces transitions militaires aujourd'hui, et j'ai eu ce débat avec beaucoup de personnes, ces transitions ont encore une sorte de légitimité, non pas démocratique, mais de légitimité populaire. Parce que je suis pro-démocratie, évidemment la démocratie, dans toute sa pratique positive, bien sûr. Donc, ces transitions actuelles ont toujours une sorte de légitimité auprès des populations, une légitimité populaire. Et la politique, je pense que le but de ces États, que ce soit le Mali, la Guinée, ce n'est pas d'être isolés. C'est que l'espace régional, politiquement régional, la CEDEAO, l'UEMOA, etc., puisse travailler en convergence avec les aspirations du peuple et non en convergence avec les aspirations des gouvernants. Parce que c'est cela qui est décrié sur le continent. On ne décrit pas la démocratie comme régime, mais on tire à boulet rouge sur les mauvaises pratiques démocratiques qui ont conduit les hommes politiques, pas tous dans leur ensemble, mais la majorité, pour ces pays en transition militaire, à des dérives. Ils se sont déresponsabilisés totalement par rapport à ce qu'attendaient les populations de leur travail. Ça se voit au Mali, ça se voit en Guinée, ça se voit au Burkina Faso et dans d'autres pays qui ne sont pas en transition militaire, mais sont dans une sorte de coup d'État constitutionnel parce que nous sommes tous au fait des tripatouillages constitutionnels. Donc après, moi je pense que pour ces États-là, notamment en transition militaire, le but est de revenir, l'objectif principal serait de revenir à un ordre constitutionnel selon le calendrier qui a été établi à cet effet. Et en backseat, ça serait de répondre, on va dire, aux menaces, aux défis du terrorisme qui s'avancent de plus en plus vers les capitales, aujourd'hui du Mali, du Burkina Faso, et la Guinée a une forme de stabilité politique avec les dernières instabilités qu'on a vues il y a quelques jours. Donc, à mon avis, la population soutient, mais jusqu'à quand ? Bien sûr, mais ce qu'on a du mal des fois à comprendre, c'est qu'on a l'impression que la CEDEAO et notamment la Côte d'Ivoire se sont ligués en fait contre effectivement ces trois États, alors qu'on voit bien qu'ils sont en recherche de solutions, ils sont en recherche d'alternatives, puisque voilà, on a eu un partenaire pendant un certain nombre d'années. Et ça n'a rien donné. Donc effectivement, c'est normal qu'on essaie autre chose. Mais ça semble être mal perçu en tout cas par ceux qui nous dirigent. Et j'ai l'impression que ça braque aussi les populations, parce que les populations, j'ai l'impression qu'elles ont plus compris effectivement dans quelle direction allait le Mali, plutôt que nos gouvernements. Je pense que dans l'espace CEDEAO aujourd'hui, il y a une sorte de dichotomie idéologique face au régime politique à appliquer dans nos États.
et surtout avec la pénétration ces dernières années de la Russie et de la Chine sur le continent africain. Et effectivement, la CEDEAO a toujours pratiqué le principe de la tolérance zéro, relativement au coup d'État notamment. Mais cette CEDEAO-là aujourd'hui veut maintenir et préserver l'unité démocratique dans son espace, et qui est d'ailleurs un gage de sa stabilité dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que la démocratie, telle qu'appliquée ou pratiquée depuis l'Afrique indépendante, répond réellement aux besoins de développement des pays? Alors il y a plusieurs questions autour de cette même question. Est-ce un problème de gouvernance? Est-ce un problème d'identité en rapport avec la souveraineté, d'identité stratégique, ou est-ce tout simplement un problème de coopération avec, les alliés classiques et les nouveaux acteurs? Et je pense qu'effectivement, le fait, en Afrique, on n'a malheureusement pas fait cette transition d'avoir notre propre identité stratégique, que ce soit par rapport à la défense, par rapport à l'économie, par rapport à la politique. Et donc, à un moment donné, que ce soit maintenant ou quel que soit le temps, il va falloir réfléchir à notre modèle de démocratie, parce que jusqu'à preuve du contraire, cette démocratie, depuis les premières heures de l'indépendance, n'a pas franchement permis à l'Afrique d'être indépendante au sens strict du terme, et surtout être développée relativement aux besoins ou aux attentes des populations. Ça, il faut avoir quand même le courage de le dire. Bien sûr. Mais justement, quand tu dis on va réfléchir, qui va le faire justement? Mais les acteurs parce que politiques, les acteurs, c'est justement, et la jeunesse. Est-ce que c'est pas justement ce que tu décris, par exemple, ce que tu décris, le verbe décrier, je précise, par exemple, quand effectivement les Kémy Séba ou d'autres militants, Madame Yang, voilà, sont en train de, est-ce que c'est pas les alternatives que eux proposent et qui effectivement va donner effectivement un nouvel élan? On peut prôner un nouveau discours, inciter une nouvelle façon de faire de la politique sans toutefois appeler à la violence, à l'extrémisme et à inciter les jeunes à avoir une sorte de position radicale. Je prends l'exemple de la demande du Mali ou du Burkina Faso, du Mali, pardon, à la France, qui a demandé le départ de la France sur son territoire. Certains pourraient le dire que le Mali n'a pas une forme de diplomatie en la matière. D'autres pourraient vous dire que ben non, ils avaient totalement le droit de demander à la France de partir, parce qu'après plus de 9 ans sur le territoire malien, avec près de 5000 hommes, 5000 militaires actifs au nord, au centre, il n'y a pas eu d'avancée. En gros, Barkhane, on peut rajouter aussi. Exactement, Barkhane a été un échec. Mais en tout état de cause, le but, lorsqu'on demande à un État de quitter son territoire, ce n'est pas d'oublier aussi les bienfaits, même minimes, qu'a apporté cet État-là au moment où le Mali, en l'occurrence, avait des difficultés. Surtout la demande du Mali lui-même. Exactement, c'était à la demande du Mali. 2013, c'était à la demande du Mali. Oui, mais attention, c'était une demande du Mali juste pour une aide, c'était juste un support. Oui, c'était pour le renseignement, bien sûr, c'était un renfort aérien. Voilà, mais c'était pas terrestre. C'était pas terrestre, mais étant donné qu'il y a eu une évolution apparemment dans le soutien, qu'il vienne du Mali, que la demande vienne du Mali ou de la France. Mais la France est quand même restée pendant plus de 9 ans. Elle est restée, mais quel est le bilan de ces 9 ans? Ce bilan, effectivement, n'est pas réluisant. Ce bilan n'est pas du tout réluisant. Et il faut se mettre dans l'esprit des autorités maliennes, que moi j'appelle les locataires de Koulouba. Il faut se mettre dans l'esprit des locataires de Koulouba, qui sont aujourd'hui dans une nouvelle donne. Ils prônent aujourd'hui une nouvelle vision, une vision souverainiste et indépendantiste qui est un peu, je pense, qui est un peu différente du panafricanisme idéologique pur de départ. Et tout ce qu'ils font aujourd'hui, que ce soit coopération, que ce soit politique en place, que ce soit réforme, s'inscrit justement dans cette vision de souveraineté affirmée. Et cette souveraineté au niveau international, on le voit. On a quand même écouté les propos du ministre Maïga à la tribune de l'ONU qui étaient assez virulents, mais toutefois, il y avait une sorte de cohérence, de logique dans ce qu'ils disaient par rapport à leur vision de la souveraineté que personne d'autre ne peut, à mon avis, égaler, parce que c'est le Mali qui prône cela. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as soulevé un point qui est très intéressant quand tu as évoqué donc 70% de la population africaine est jeune. En effet, donc ça colle avec le rapport en fait de l'ONU sur leur vision qui disait que en effet donc 70% de la population donc
jeunes, donc ça représente un marché Oui. potentiellement pour l'Afrique. Mais en parallèle, dans ce même rapport, ils disent qu'il y aura des migrations et le terrorisme va s'accentuer, ce qui est en contradiction quelque part avec le rapport qu'avait établi sur les prévisions à l'aube 2025-2030 de la Fondation Rockefeller, qui disait qu'à l'horizon 2025-2030, il n'y aura plus de groupes armés en Afrique. Comment toi tu analyses ça? Il y a une grosse contradiction, effectivement. Ah oui, exactement. Soit ils ne sont pas au fait des réalités en Afrique, ou c'est totalement, on va dire, des propos de papier. Moi, je suis désolée, ce n'est pas du tout cette réalité-là. Sur le continent africain, je veux dire, les plus grands analystes que vous connaissez avaient justement interpellé les États sur la migration des populations, mais cette migration et ces menaces asymétriques nouvelles qui se sont déportées du Sahel vers le golfe de Guinée, mais elles exacerbent sur la base des vulnérabilités internes des États. Tant qu'on ne répond pas aux problématiques de développement dans ces États-là, le terrorisme et toutes les menaces asymétriques vont perpétrer. Je suis d'accord. Ça, c'est indéniable. Et donc, une façon aujourd'hui de lutter, avant même le terrorisme, de lutter contre la corruption, de lutter contre la criminalité des jeunes, parce qu'il y a la criminalité infantile. Je vous rappelle que le phénomène, par exemple, des microbes en Côte d'Ivoire, on le remarque dans d'autres pays, notamment d'Afrique centrale. Des enfants soldats. Les coupeurs de route aussi. Exactement, les coupeurs de route. Exactement, le banditisme. Tout ça, c'est dû justement à des vulnérabilités internes auxquelles les politiques n'arrivent pas à répondre. Oui, mais alors moi je suis curieux de savoir, selon toi, ces gens, comment ils ont des armes? Par exemple, tu évoquais le cas du terrorisme, qui les finance? Comment ils ont leur mobilette? Qui leur file du gasoil aussi? Parce qu'ils ont toujours en fait des moyens pour pouvoir se déplacer. Ils font des kilomètres de désert et personne ne voit en fait où est-ce qu'ils s'arrêtent et où ils sont ravitaillés. Pourquoi ne pas couper en fait et chercher en fait des sources de financement et s'occuper en fait à la source du problème? Déjà, et puis c'est vrai que comme tu dis, ils se déplacent partout dans le désert et on n'arrive pas à les positionner. Mais par contre, on arrive à voir les charniers des armes maliennes. Oui, exactement. Parce qu'en fait, ils ont quand même de l'argent pour avoir des armes, pour avoir des munitions. On dirait qu'en fait, chaque fois, ils sont ravitaillés et ils reviennent de plus en plus armés pour attaquer en fait les positions des différentes armées africaines. C'est ça qui est inquiétant. Pourquoi ne pas se pencher directement sur la base, la source, savoir bon, qui c'est qui les finance? Maintenant, on va discuter avec le vrai financeur. Et on va trouver des solutions. Moi, je pense que c'est une nébuleuse. C'est comme la question de la drogue. Est-ce qu'il faut arrêter les dealers? Comment arriver à la source? C'est un casse-tête chinois. C'est un casse-tête chinois. Arriver à une... Si les solutions aussi simples existaient, je pense que le terrorisme n'allait pas perpétrer sur le continent africain. Parce qu'on a des vulnérabilités. Non, la volonté politique, elle est là. Elle est affichée. Mais cette volonté politique est malheureusement trop fortement militaire. C'est ça le problème. Parce que lorsque vous avez, Monsieur Patrice par exemple, lorsque vous avez un obstacle en face de vous, je suis désolée, vous ne vous retournez pas. Vous devez soit contourner l'obstacle, ou carrément... Soit aller... Exactement. En tout cas, le contourner. Soit aller droit devant ou le contourner. Dans nos États, j'ai l'impression, en tout cas ça c'est un avis personnel, qu'on n'a pas d'hommes, on n'a pas de gouvernement ou d'hommes politiques courageux et convaincus de l'action qu'il doit poser. Ce ne sont pas des hommes de vision. Ce ne sont pas des hommes de vision. Ils gouvernent que pour leur mandat. Alors justement, moi je voudrais, Madina, que tu nous parles de Emmanuel Macron et les jeunes. On sait qu'en 2021, il a organisé une conférence Afrique-France à Montpellier. Il a invité les jeunes de la société civile africaine sans inviter les présidents africains. Et puis là, il s'apprête à aller en Afrique centrale, dans 3 pays. Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-RDC, pour renforcer les liens bilatéraux. Moi, j'aimerais que tu nous parles de la relation que les jeunes en général, des jeunes comme toi, ont avec Emmanuel Macron et donc la relation France-Afrique vue par les jeunes. Je dois vous avouer que lorsque Emmanuel Macron est devenu président de la République de France, c'était un espoir. C'était un espoir pour beaucoup. Parce qu'il est jeune, on s'est dit qu'il va transcender avec le classicisme politique. C'est vraiment c'est le premier espoir qui m'a animée dès lors qu'il est devenu président de la République. Après, au fur et à mesure donc, de son mandat, son rapport avec l'Afrique a déçu beaucoup de jeunes.
car on s'attendait à ce que les jeunes soient au premier rang de sa politique. Et qu'ils soient aussi plus respectueux des dirigeants africains. Plus respectueux des dirigeants africains, et qu'ils marquent enfin son accord, je mets des griffes, son accord à une Afrique nouvelle. Une Afrique dont les priorités vont être de résoudre elle-même et avec l'accompagnement d'acteurs internationaux, de partenaires internationaux, pas seulement la France, leurs problèmes. Parce que ce qui fait également, ce qui fait une grande nation, ce n'est pas seulement son rayonnement à l'international, c'est aussi le respect qu'il a vis-à-vis des autres États. Des autres peuples. Le respect d'égal à égal qu'il accorde à ces États africains. On ne peut pas aujourd'hui balayer du revers de la main cette histoire coloniale lourde qu'il y a entre la France et l'Afrique. Mais l'impression, et qui est devenue aujourd'hui une réalité chez les jeunes Africains, c'est que les politiques françaises et occidentales de façon générale n'ont pas compris que l'Afrique a évolué, et surtout la jeunesse aujourd'hui est plus éduquée. Le numérique a eu un boom dans l'éveil de conscience de la jeunesse, et donc à partir du moment où la sanction n'arrive plus à redresser une personne, cette personne va devenir un rebelle, parce qu'elle n'arrive pas à se faire entendre, ses aspirations ne sont pas entendues, elle est moins écoutée. Et je pense que Macron, justement, a perdu en crédibilité et en légitimité à partir du moment où il n'a pas su écouter l'Afrique qui voulait se développer et qui souhaitait être accompagnée par la France qu'il a certes colonisée, mais qui doit aujourd'hui la respecter comme État souverain. Pourquoi et de il n'a manière pas su égale. écouter les Est-ce jeunes est-ce que c'est aussi dans son intérêt, par exemple? Parce que c'est vrai que, parce qu'on dit beaucoup qu'il n'a pas compris. Moi, je sais qu'il est bien entouré et que ce sont des gens quand même qui ont des think tanks, qui réfléchissent à la situation africaine. Et je pense que c'est surtout parce que nous, on comprend pas, en tout cas, on voit pas les intérêts que eux poursuivent et qui finalement ne sont pas les nôtres. Non, mais on ne peut pas poursuivre les mêmes intérêts à partir du moment où il y a disproportion par rapport aux intérêts. Je veux dire, ne serait-ce que dans la coopération, à partir du moment où un partenariat n'est pas gagnant-gagnant, ça veut dire qu'il y a un problème pour les Africains. À un moment donné, aujourd'hui, pourquoi certains États dénoncent par exemple les accords de défense? Parce que c'est désavantageux pour l'Afrique. Et on voit on voit que ce soit dans les coopérations, sur les marchés, l'Occident souhaite avoir beaucoup plus de marge que l'Afrique. Et c'est ça qui doit stopper aussi. Parce que si on est asphyxié aujourd'hui, moi je ne suis pas de ceux par exemple qui disent tout le temps que c'est la France, les malheurs de l'Afrique viennent de la France, les malheurs de l'Afrique viennent de l'Occident, parce qu'on a notre part de responsabilité dans cette affaire. Ça c'est sûr. On a notre part de responsabilité. Les accords qu'on a signés, c'est des accords complètement désavantageux, mais voilà, mais maintenant on est à même de pouvoir les casser et les réécrire. Mais la question, c'est de comment les casser. Voilà, il faut dans ce cas des hommes convaincus. Oui, mais vous savez que même la volonté politique, à mon avis, a ses limites. À partir du moment où celui qui porte cette volonté politique n'est pas courageux, n'est pas convaincu de ce qu'il fait. Parce que j'en discutais, ne serait-ce qu'avant-hier. C'est pas quand même des intellectuels qui manquent sur le continent africain. Mais nous sommes tous au fait de la capacité de nuisance de l'Occident à partir du moment où les Africains souhaitent se détacher de ses partenaires traditionnels. Alors quand je disais qu'il faut qu'ils soient bien entourés, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui partagent vraiment leur vision et pas des gens qui font semblant avec des intérêts personnels qui sont cachés. Et aujourd'hui c'est le cas de pas mal de pays. Moi je sais que quand j'analyse la situation en République centrafricaine, aujourd'hui il y a le président Touadéra qui a une volonté souverainiste de développer son pays, mais il est encore entouré de certaines personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues. Et ça c'est nous, ça avec nos intérêts personnels. Tout à fait. Après il y a collusion avec nos intérêts personnels. Oui. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de courage de nos gouvernants. Il faut expliquer pourquoi ils ont. D'où vient cette peur en fait? D'où vient cette peur du changement? Puisque maintenant le Mali a prouvé que c'est grâce à la population c'est eux qui les ont galvanisés, qui les galvanisent pour pouvoir avancer. Je pense que s'il n'y avait pas cette population, ni au Burkina aussi et en Guinée, ils n'auraient pas osé aller aussi loin. Mais ce qui est malheureux justement, c'est qu'on soit obligé de passer par des coups d'État militaires pour reviser notre vision initiale. C'est ça qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. Pourquoi je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de gouvernants, nos gouvernants ne sont pas courageux et convaincus. Parce que la peur de la capacité de nuisance de l'Occident, à partir du moment où un politicien ou un acteur politique décide de travailler pour son peuple, on le sait. L'exemple de Sékou Touré en 1958 a montré à plus d'un qu'il fallait suivre la marche qui était dictée par le colon. Ne serait-ce que ça. C'est gravé dans la mémoire des Guinéens jusqu'à aujourd'hui. On sait comment la Guinée se porte aujourd'hui économiquement.
les inflations qui ont suivi le référendum de 58, suite à la décision de Sékou Touré. Mais tout à fait. Mais Donc, là, vas-y, finis. Donc un certain nombre de décisions qui sont prises par les gouvernants et qui seront à chaque fois en porte-à-faux avec l'Occident, il y aura une forte capacité de nuisance sur ces personnes-là, sur ces gouvernants. Et là, en fait, ce qu'il faut expliquer justement par rapport à cette capacité de nuisance, et je pense que c'est souvent ça qu'on ne veut pas dire, c'est que cette capacité de nuisance, elle tient en fait parce qu'ils tiennent nos économies, la monnaie entre autres, et puis ils tiennent aussi effectivement pas l'armement, mais en tout cas au niveau militaire. Parce que c'est vrai que pour Sékou Touré, quand tu parles d'inflation, c'est quoi? Ça veut dire qu'un président qui veut sortir, par exemple, ou qui veut prendre un peu son autonomie, tout de suite, on va le tenir par la monnaie. Là, je sais que par exemple, le Mali, on lui donne des difficultés pour accéder à son argent. Oui. Le Burkina, bon, ça va encore. La Guinée, je crois qu'ils n'ont pas le franc CFA. Mais enfin, en tout cas, c'est la monnaie qui fait que on les tient. Donc ça veut dire qu'effectivement, et je sais que c'est un vieux sujet, mais je ne sais pas si je peux le réévoquer, mais par exemple à l'époque des élections de 2010 ou 2011, on s'appelle au Côte d'Ivoire, Oui. on avait coupé l'accès, on avait arrêté l'approvisionnement d'argent, c'est-à-dire qu'effectivement pendant un moment donné, plus personne ne pouvait retirer d'argent. Donc c'est ça la capacité de nuisance et c'est ça qu'on doit expliquer effectivement. Bien sûr, mais cette capacité de nuisance, elle est perceptible dans plusieurs domaines. Vous avez parlé de la monnaie, vous avez parlé au niveau politique, mais c'est également une nuisance au niveau social. La propagande aujourd'hui. Moi, je dirais même une nuisance au niveau des mentalités. Il y a Aminata Traoré, j'aime bien l'expression, elle parle du viol des imaginaires. Je pense que ça commence par là. C'est-à-dire que même si on dit, comme le font ces pays-là, et c'est à saluer, l'armée française doit quitter le Mali, le Burkina Faso et d'autres pays, mais mentalement, on pense encore à l'Occident comme notre ancien colonisateur. On se réfère toujours mentalement, même sur le plan démocratique, il faut faire comme l'ancien colonisateur. Donc il y a aussi un vrai travail à faire par rapport à ça. Justement, mais c'est pour ça que moi je pense que notre décolonisation a été avortée, tout simplement. Oui, parce que la tout le monde le sait. La phase transitoire qui devait nous permettre d'avoir un ancrage véritablement au niveau de l'identité politique à avoir, l'identité économique, nous l'avons ratée. L'identité propre aussi. L'identité propre, nous l'avons ratée. Et on en paye les conséquences aujourd'hui. C'est pour ça que, en toute chose, qu'elle soit politique, économique ou sociale, cela doit passer inévitablement par l'éducation et l'éveil des consciences. Parce que sans ça, cette volonté politique affichée de vouloir transcender, changer les choses, se désinscrire du classicisme politique ne marchera pas. Mais là, je voudrais mettre comme un peu d'eau dans le vin par rapport à nos anciens qui effectivement ont fait cette transition, c'est qu'ils n'avaient pas forcément cette maturité Bien économique, sûr. ils n'avaient pas cette vision géostratégique. Maintenant, effectivement, nous avec le recul, voilà, c'est-à-dire que maintenant nous avec le recul, on commence à avoir une intelligence économique, une intelligence financière, on commence à comprendre les enjeux. Bien sûr. Mais en 1960, quand on leur dit bon, écoutez, maintenant vous allez prendre le franc CFA, on leur dit voilà, pour eux, ils font confiance à la France. Donc c'est aussi ce problème. Non, mais totalement. En même temps, pour la France, si je prends le cas du franc CFA, pour la France, c'était quelque part aussi une question de survie, dans la mesure où, quand en 1945, De Gaulle a imposé le franc CFA aux 14 pays africains, c'est parce que quelque part, il avait senti que s'il ne faisait pas ça, parce qu'il a voulu prendre quelque part une velléité d'indépendance par rapport aux États-Unis, il y avait un coup d'État qui se préparait contre lui. Voilà, ça il faut bien le comprendre. Mais vous pensez que c'est pas une question de survie aujourd'hui pour la France? C'est aussi. Justement, j'y arrivais là en fait, justement, j'aime bien ça. Mais pas uniquement pour la France, pour l'Occident en général. Pour l'Europe. Pour l'Europe, surtout pour l'Europe. Parce que les pays du BRICS, ils ont pas cette pression-là. Oui, non, ils ont moins cette pression que l'Europe. Il n'y a pas de pays européen dans les BRICS. Mais d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que l'Allemagne, en sous-main, qui est la première puissance économique européenne, réfléchit à intégrer les BRICS. Ouais. Ah oui, l'Allemagne réfléchit à intégrer les BRICS. Bon, non, en fait, moi, ce que je voulais souligner, c'est que quand on regarde, on a l'impression en fait que déjà, ça se tire, c'est un couteau tiré déjà à l'intérieur de l'Occident même. On a d'un côté les États-Unis, on va dire les anglo-saxons qui sont vraiment à la périphérie, et puis il y a l'Europe, et il y a d'un côté et de l'autre côté donc les Russes qui sont rattachés finalement au continent européen, qui a une volonté en fait, on va dire,
Ils sont pas nouveaux sur le continent. On va dire que la volonté de la Russie, c'est plutôt dans une logique d'Eurasie. Voilà, ce qui potentiellement pourrait exclure les Anglais et les Américains en fait dans cette nouvelle donne géopolitique. Mais le risque, et je vais sortir par là, et tu vas comprendre la logique par rapport à la survie de l'Occident, c'est que comme l'Afrique, c'est un grand continent, et 60% n'est pas encore habité en réalité sur le continent africain, et la population est jeune. Donc, comme nous avons les matières premières, et nous avons la force vive jeunesse, c'est un potentiel marché pour les Occidentaux. C'est la raison pour laquelle ils se précipitent en masse, et là on le voit bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le cas de la République centrafricaine? Tout à l'heure, je parlais de Faustin quand je peux dire. Le 15 décembre, ils ont remis un mémorandum en main propre, avec différents points devant l'amener à se séparer des partenaires russes qui sont en République centrafricaine. On lui a promis donc une aide, on lui a promis du soutien militaire, et également de pouvoir de faire évoluer l'embargo sur le processus de Kimberley. Il revient en République centrafricaine, le 20 décembre, les États-Unis envoient à la CEMAC un rapport avec dedans des préconisations en disant qu'il ne faut surtout pas que la République centrafricaine sorte le Sango Coin. Sinon, ça va mettre en difficulté toute la sous-région. Vous voyez un petit peu. Donc, quand je dis que c'est quelque part, en fait, un instinct de survie, c'est que et en plus, si je généralise, dans un an, il y a la présidentielle aux États-Unis, donc Joe Biden, il sera quelque part obligé, parce qu'il a un bilan catastrophique, le pays est totalement divisé aux États-Unis, sans rentrer dans les détails avec la maison de Donald Trump qui a été perquisitionnée, et en revenant plus tard sur les midterms, là où les démocrates ont perdu, voilà. Mais pour défendre son bilan, il faut quelque part qu'il gagne en Afrique. Il faut que sa voix en fait diplomatique soit entendue, et qu'ils disent, voilà, écoutez, peut-être dans mon pays, j'ai pas été au rendez-vous, mais en tout cas, j'ai réussi à faire partir la Russie d'Afrique. Vous voyez, donc, quelque part, il y a aussi un esprit de survie. Oui, mais en fait, pourquoi... vous parlez tout à l'heure de mémorandum, de promesses. Je suis de ceux qui pensent, après je peux peut-être me tromper, que ces grands débats, ces grandes rencontres, avec tout ce mimétisme en termes de forme, de réunions, de rencontres, ça n'excite plus les Africains. Je suis d'accord. Ça n'excite plus du tout les Africains. Mais ça fait longtemps qu'on n'est plus dedans. Non, mais peut-être que certains sont encore dedans, mais ils sont totalement coupés de la réalité. Tout à fait. Donc ça excite pas du tout, ça excite plus les Ivoiriens, encore moins la jeunesse. Parce que le nombre de jeunes qui n'est pas politisé, mais le chiffre il est monstrueux. C'est pas possible, c'est horrible. Donc pour vous dire que ces grands débats n'excitent plus, et aujourd'hui on a besoin d'actions concrètes qui impactent directement le développement. C'est-à-dire les blabla, les rencontres. Moi, franchement, j'ai du mal à tenir, à regarder, par exemple, un sommet africain qui dure des heures, parce que je me dis, on connaît la forme, on connaît le fond, et rien ne va bouger. Et rien ne va bouger. Ou en tout cas, ça bouge tellement lentement, c'est pas palpable, en fait, les résultats. Madina, moi, j'aimerais que tu me parles de... Alors, nous les anciens, on fait référence au panafricanisme, on fait référence à toutes ces personnes justement qui ont porté le combat de l'Afrique à travers le panafricanisme. On a vu aussi le combat de grands écrivains, Senghor, l'ancien président, avec la négritude, panafricanisme. Aujourd'hui, on parle de panafricanisme, mais plus virulent, j'ai l'impression. Et toi, tu es plutôt afro-optimiste. J'aimerais que tu nous expliques justement, parce que si les jeunes reprennent aussi les dissensions, les mêmes, enfin disons que vous vous battez comme nous, mais en même temps, avec un vocabulaire différent. Si vous transportez aussi nos tares, à savoir ne pas, nous, les tares des anciens, parce qu'on était aussi à couteau tiré, on ne s'entendait pas sur les idéologies, ben on n'avance pas aussi non plus. Donc panafricanisme, afro-optimisme... C'est quoi, afropéenne? Non. C'est quoi non, moi je me sens afro-optimiste dans la mesure où toutes mes actions, toutes mes décisions, je veux qu'elles soient en faveur d'une Afrique positive. Comment? C'est-à-dire, vous avez pris l'exemple tout à l'heure de Kémy Séba, et moi je vous ai dit, je ne me reconnais en rien dans les propos de Kémy Séba. Pas du tout. Parce qu'il mène certes un bon combat,
mais il le mène de façon... C'est la forme. La forme du combat n'est pas appropriée. Il y a aussi, surtout... par exemple, un autre activiste comme Béanzin qui négophobie, qui défend les... Oui, mais voilà, chaque leader doit progresser avec son époque. Je suis désolée. Je veux dire, quand j'écoute Kémy Séba, j'ai l'impression, en fait, de me remémorer les discours de 1940 à 60, qui ne tenaient pas compte il ne tient pas compte de la réalité du moment. Il a un poil, je pense, trop vite né. Tout simplement, il a un poil trop vite né. Mais le panafricanisme, c'est pas que ces deux personnages qu'on vient de citer. Il y a des gens, par exemple, comme Hamzat Boukari, qui a écrit justement le livre Africa United, où en fait il nous relate toute l'histoire du panafricanisme, qui est souvent sur le continent africain. Il a même travaillé avec Aminata Traoré. Donc, est-ce que c'est pas aussi un autre visage du panafricanisme qui faille voir, qui gagnerait à être parce plus valorisé. Parce que c'est vrai que lui, son mot d'ordre, c'est les fourmis marchent en silence. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plus dans la discrétion, qui est plus dans la réserve, et qui est en plus un historien. Dans la réflexion. Mais justement, je pense qu'il y a deux sortes quand même de panafricains. Il y a le panafricaniste très radical, et vraiment très radical, virulent, à la fois dans la théorie comme dans la pratique. Et on a des panafricains très intellectuels, comme vous avez dit, ils sont très intellectuels, et ils visent plutôt la masse, ils visent la masse, ils veulent travailler sur les esprits des Africains, sur les consciences. Moi, je pense que Kémy Séba, il mène son combat, il est soutenu par beaucoup de personnes, mais je pense que son combat aura ses limites, parce qu'à partir du moment où le panafricanisme voyage avec la violence, il y a une limite. Il y a une limite parce que là où il y a des violents, il y a forcément des non-violents. Mais ce panafricanisme-là qui éveille les consciences, qui travaille sur les mentalités des nouvelles générations et même des anciennes générations, ce panafricanisme-là a du fruit, il a du jus. Il y a aussi un panafricanisme porté par Nathalie Yamb, la femme de Sochi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, j'aime bien le sourire. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Non, quand elle est portée par une femme, c'est différent quand même. Voilà. C'est différent. Il y a Farida Nabourema aussi. Le panafricanisme prôné par Nathalie Yamb, il est différent. Alors, vu que c'est une femme, on s'attendait à ce qu'il y ait de la douceur, mais pas du tout. Il n'y a pas du tout de douceur, c'est très pimenté par contre. Mais très franchement, je ne me reconnais pas en ses propos. Parce que je trouve que c'est trop virulent, le discours il est trop virulent, il est trop radical, il doit être nuancé. En toute chose, quelle que soit la forme et le fond, il doit y avoir... Non, mais il doit y avoir de l'élégance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. C'est dans ça que moi je trouve que l'afro-optimisme il est beau. Parce qu'on peut avoir des divergences. Mais ces divergences-là ne peuvent pas saper la solidarité africaine qu'il faut. En même temps, justement, parce que les choses n'avancent pas vite pour les jeunes, on se dit qu'il faut être virulent. Il faut les secouer. Parce que moi j'ai l'impression que justement, avant ce panafricanisme violent que tu décris à nouveau, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu cet afro-optimisme qui était vraiment très doux, qui était vraiment, on parlait de négritude, on parlait de panafricanisme, c'était plus culturel, c'était plus dans le... Voilà, et effectivement, il n'y a rien, ça bougeait pas. C'est-à-dire qu'on restait dans la cosmétique. Non, mais je pense qu'on se comprend pas. On peut être dur. Alors, je vais juste compléter sur ce que vient de dire Patrice. Oui. On est face à un système en fait qui est oppressif et qui est violent. Voilà. Donc quelque part en fait, c'est vrai qu'il faudrait quand même secouer les jeunes. Et là, je rejoins entièrement Patrice quand il disait qu'on était dans l'afro-optimiste auparavant. Je prends l'exemple d'un Barthélemy Boganda qui, par la diplomatie, voulait créer donc le maison en Afrique centrale. Ben, il a fini assassiné. Il a fini assassiné. On s'est aperçu qu'il y avait l'ancien président gabonais qui a fait partie du coup pour pouvoir l'assassiner, le Wamba. Donc on avait ces élégants, même Lumumba était quelqu'un d'élégant aussi, voilà, voilà. On avait ces gens-là, mais finalement, la situation n'a pas évolué. Donc il faut... alors, j'ai envie de dire, ça s'est même empiré. Alors, j'appelle pas justement à un radicalisme, à une violence, non. Mais en même temps, mais ce que je pense, c'est que quand même, il faut... Les jeunes, il faut quand même secouer, parce qu'avec le régime oppressif qui est violent. Avec le recul, face à des gens qui sont dans un instinct de survie. Avec le recul, je suis la plus ancienne. Et à ce titre, j'aimerais vous dire que c'est assez paradoxal. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire... Quand on a fait le bilan des 50 ans des indépendances africaines, le bilan des 60 ans des indépendances africaines, les Africains se sont entendus, on était tous d'accord pour dire que ça ne marche pas. Pourtant, quand même,
on parle français, on a fait des études, on va très loin, on a des idées, on travaille, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Comment on peut continuer à dire que ça ne marche pas quand nous-mêmes, nous sommes quand même des gens conséquents, quoi, quand même. Donc ça veut dire que tout n'a pas forcément mal marché. Moi, je sais que dans les années 60, les États ont quand même mis sont beaucoup investis pour notre éducation à nous. Hein, ils nous ont envoyés en Europe, en Occident, en France notamment, pour faire des études. Et puis nos parents sont rentrés, ils ont essayé de construire les États. Donc, pourquoi toujours parler en termes de négatif ? Tout à fait, oui. C'est ça, en fait, moi, qui me dérange. Parce à force de toujours dire c'est négatif, qu'est-ce qu'on transmet aussi à cette génération juste avant que Madina reprenne, de s'appuyer sur des acquis. C'est juste dresser un constat et puis après trouver des solutions positives. Et c'est là que je rejoins entièrement ce que tu dis sur l'afro-optimisme. Et que je pense que le panafricanisme tel qu'on le connaît et les discours virulents, ça connaîtra ses limites parce que là, pour le moment, ça sert à répondre à un système qui est violent. Mais une fois que ce système-là va tomber, il va falloir penser en fait à la construction derrière. Parce que là, on est dans la réaction et pas dans la... On n'est pas dans la construction, dans la réflexion. Et tout de suite, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous disiez. C'est que, et je l'ai même rappelé à beaucoup de tenants des think tanks africains et tout ça en leur disant, mais à chaque fois, vous tirez à boulet rouge sur les échecs de l'Afrique sans valoriser ses victoires. Et ça, j'ai un problème avec ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on ne met pas assez en avant ce qui se fait de bien et ce qui avance. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un concept qu'avait lancé un de nos présidents africains, c'est en disant qu'à un moment donné, il faut faire la rupture. Et c'est effectivement cette rupture, finalement, elle va passer justement par ce panafricanisme un peu virulent, un peu musclé. Parce qu'en face de nous, on a des gens qui sont quand même bien plus violents que nous. Parce que, voilà. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec le constat que vous dressez en disant peut-être qu'il faut répondre à la violence par la violence. Même si je trouve que... Ça aboutit à quoi ? Exactement. Quand un simple boycott de produits... C'est pour ça que je parle, en fait, le vrai combat aussi, ça passe par les mentalités. Et si on continue à dire, tant que je n'ai pas acheté le produit le plus cher dans le magasin, dans la multinationale, on va continuer à les nourrir, en fait, à les enrichir. Alors il faut pouvoir consommer nos produits, porter justement ceux qui produisent, quel que soit que ce soit le petit artisan, comme le jeune industriel, comme celui qui réussit sur Internet, il faut aller vers ces personnes-là. Mais on continue à aller acheter. Je ne veux pas citer des grandes marques. On est encore en prison dans nos têtes. En fait. C'est une prison à la question du franc CFA. C'est bien de dire qu'on veut une nouvelle monnaie, mais si on continue à se comporter en prédateur, nous-mêmes, je parle des dirigeants, pour nos populations, le fait de changer de monnaie va changer quoi à notre destin. Et puis encore la question de, ok, c'est bien, ces pays décident de dire à la France de partir, ok, l'armée de partir, mais est-ce que dans notre tête, on est d'accord de se dire qu'il faut tout reprendre à zéro, reprendre nos systèmes et ne pas se dire, on changera de maître en fait. Maintenant, c'est plus la France, maintenant c'est les Russes. Mais qui vont faire la même chose et on va tomber de désillusion en désillusion. Moi, je trouve faut qu'on se construise à l'intérieur de les choses se construisent, les choses se mettent en place. Exactement, et je pense qu'il y a un éveil de conscience aujourd'hui de plus en plus prononcé et que la jeunesse a compris les enjeux, elle est de plus en plus informée et elle est consciente. Maintenant, pour rejoindre et pour abonder en fait dans ton sens, là où le discours positif aura vraiment du sens, c'est parce que là on va toucher plutôt un aspect culturel. Voilà. Nous, par principe, les Africains sont des gens joyeux, ils aiment bien tout ce qui est positif. Non, mais il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que même malgré les conflits, malgré les guerres qu'il y a, l'Africain garde quand même un esprit humain, il a un cœur, il accueille. Voilà. C'est notre résilience. Voilà, exactement. Et je pense que c'est ça. Il va falloir capitaliser en fait sur le capital humain, parce que la vraie richesse et la vraie, à mon sens, et la vraie clé de la réussite et de l'émancipation de l'Afrique passera par là en grande partie. Le capital humain. Mais totalement. Et puis, moi, quels que soient les justificatifs que certains me tiendront sur le panafricanisme, je leur dis que ce panafricanisme a des limites. Parce qu'il ne faut pas prôner le panafricanisme en oubliant la contemporanéité dans laquelle nous sommes. Vous avez dit tout à l'heure, en 58, ils n'avaient pas Internet. En tout cas, je n'étais pas née, mais je pense qu'ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas Internet, l'éducation n'était pas au même niveau, les impératifs géopolitiques, sécuritaires et tout ne se foisonnaient pas comme aujourd'hui. Donc, ce panafricanisme-là, doit-il être révisé ?
Bah oui. Et par qui? Mais il évolue. Pour moi, par le qui? panafricanisme, Non, mais- c'est non, quelque qui doit chose le porter? c'est quelque chose qui est vivant en fait. C'est pour ça que. Mais on peut pas- il évolue, il semble évoluer dans l'idée, mais pas avec les personnes. Parce que pourquoi en même temps aujourd'hui, on n'a pas des jeunes très politisés, très à l'offensive sur les questions de panafricanisme et tout? Parce que d'abord, ils ont été déçus, et puis il n'y a pas de nouveaux modèles d'hommes et de femmes panafricains qui ont émergé. Alors, Bien sûr, mais justement, dans la jeunesse, Madina, quels sont les personnages en Afrique, dans le monde, qui inspirent une personne comme toi? Sur tous les plans, hein, économique, politique, mode, culture, leadership. Alors, très sincèrement, la seule personne qui m'a inspirée, mais vraiment, peut-être quand j'étais beaucoup plus jeune, je suis jeune, mais Encore plus jeune. quand j'étais encore plus jeune, c'est Johnson Sirleaf. Parce que c'était, à mon sens, la seule femme qui a transcendé l'Afrique, parce que c'était la première femme présidente d'Afrique. Tu vas le présenter Bon, parce que première du coup, femme présidente, elle est au Libéria. c'est Oui. peut-être pour ça. Oui, Ouais, elle a parce voulu qu'elle a voyager, transcendé. C'est justement. quelqu'un c'était une femme décomplexée, émancipée, qui a su justement saisir les opportunités pour pouvoir être Donc où en elle est. dehors d'elle, il n'y en a pas. Bon, non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y a certaines femmes que j'apprécie énormément en Côte d'Ivoire. Naboufal, Naboufal qui est très à cheval Oui. et très porteuse des questions d'entrepreneuriat, de leadership fait. des femmes. Il y a également Sephora Kodjo, que j'admire aussi, car voilà, sur les questions de l'entrepreneuriat, autonomisation des femmes, elle est très engagée. Et il y a également beaucoup de jeunes qu'on voit sur le continent. Je sais que chaque année, ne serait-ce que, je prends la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays, chaque année, il y a un journal qui s'appelle le Journal d'Abidjan qui fait la liste des 50 jeunes Tout qui à font fait. bouger la Côte d'Ivoire. Et parmi ces 50 jeunes, il y a beaucoup de femmes, d'autres que je connais à travers les réseaux sociaux, d'autres que je ne connais pas. Mais ce qui est important, je pense, de toucher, c'est qu'il existe des femmes et des hommes qui peuvent inspirer les jeunes, mais ils les inspirent mal, à travers les réseaux sociaux notamment. Parce Oui, que, on voit les dégâts. voilà. hein. On voit les dégâts Et maintenant. voilà, il y a beaucoup de choses. Pour les femmes, les mèches, les maquillages. Non, mais je au-delà- rigole encore. Non, mais au-delà de ça, je pense que ils font de l'apologie du rien. Ils Oui. abrutissent directement ou indirectement la jeunesse On qui n'a pas pensait à besoin la de ça. télévision, le grand écran. Enfin, notamment nous, on abrutissait les gens, mais là, avec les réseaux sociaux, Oui, on est en déclin. on a touché le en fond. Oui, Mexique, on est en déclin, il y a vraiment un problème à ce niveau et je pense justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a besoin de nouveaux modèles d'hommes, de femmes, pas que politiques, Oui, mais mais dans tous les parfois ces domaines. modèles, ils existent, mais ils ne veulent pas jouer le jeu justement ça. des réseaux sociaux. Ils ne sont pas habitués à cette frénésie de paraître. Oui, je suis totalement C'est d'accord. lassant, c'est Ils sont fatigant. encore dans ce modèle c'est classique ça. là, du modèle très Oui. classique, très réservé dans Oui. la sobriété et tout ça. Je le comprends, mais il faut qu'il s'adapte. Malheureusement, il faut qu'il soit 2.0, comme on dit. Il faut qu'il soit 2.0, il faut qu'il puisse élargir le spectre initial en s'approchant davantage de la jeunesse, parce que sans la jeunesse, il n'y a pas de vitesse. Sans la jeunesse, il n'y a Très pas bien. de vitesse, je suis désolée. Alors, la calebasse. Ouais, des ça questions nous à permet poser. ça nous permet de rebondir un petit peu rebondir. sur non mais c'est un peu sur tout ce qui est La cybersécurité calebasse. parce qu'aujourd'hui tout à l'heure je voulais en parler mais Alors, on a d'un côté Madina. les États-Unis, on a d'un côté la Chine et l'Europe qui risque d'être une Pourquoi colonie tu regardes la numérique question dans, J'aime bien. dans un monde J'aime bien ton dans lequel l'Afrique en bien, fait risque d'être un quoi. insecte. Ouais. Donc en fait de se Patrice. mettre 2.0 c'est une évidence, c'est même une urgence, Oui. mais avec nos réalités, avec nos propres modèles surtout. Oui, bien sûr. Madina, tu Avec gagnes les autres. 250 000 euros au loto, tu fais quoi? L'argent. Oui. Ça fait de l'argent. Non, mais la première chose, je pense que je crée une entreprise. En quoi? Je sais pas. Vente de cheveux? Non, pas du tout. Je crée une entreprise dans un secteur, Je suis... ouais, dans là, un secteur novateur, créateur d'emplois. À partir du moment où ça crée de l'emploi, je crée une c'est vrai entreprise. que le numérique a révolutionné l'Afrique. aide Oui, beaucoup. mais je pense que je ne m'intéresserai pas au numérique. Je pense que je m'intéresserai soit à une entreprise qui transforme des matières premières et qui crée de l'emploi surtout. Et j'investis dans ça et je crée de l'emploi. Ouais. Pour répondre aux besoins de ces jeunes-là qui Alors, moi, me disent, ouais, je qui le disent, rappelle, qui me disent, aujourd'hui, on pense à deux choses.
manger et se loger, parce qu'on est en survie. Ouais. Ça y est, le mode survie, il est clairement c'est les activé optimaires, hein. pour l'Afrique. C'est une prison à ciel ouvert. Mais ici aussi, on se rend compte que... Oui, bien sûr. Alors c'est fou comme ici aussi en France, il faut le dire, les étudiants notamment, ils crèvent la dalle. Non, mais- Il y a une vraie pauvreté sous-jacente qu'on ne Oui. montre pas, mais il y a une vraie pauvreté des Français. Oui. Des jeunes notamment. Et finalement, moi je voudrais qu'on parle un peu des jeunes, enfin, puisque c'est ça le sujet notamment, en partie. Il y a des jeunes qui veulent travailler sincèrement, qui veulent avoir un toit, qui veulent avoir un métier, qui veulent s'insérer dans la vie active. Et puis il y a une partie de jeunes qui veulent la facilité. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré des leaders politiques, des ministres, gouvernement de M. Ouattara notamment, qui viennent en France pour demander à la diaspora ivoirienne notamment de s'intégrer dans le tissu économique, aussi bien ici que là-bas. Et puis, je me rappelle de ce ministre, il y a 5-6 ans, qui disait « Amenez-moi un dossier complet ». Il parlait à 200 jeunes. Il y a à peine 5 qui sont venus le voir pour lui proposer un dossier, réfléchir à... Puisqu'en fait, on est bien d'accord que l'État ne peut pas tout faire et qu'il faut que les jeunes Bien sûr. commencent à prendre leur destin en main, commencent à réfléchir en termes de comment je peux entreprendre, même ne serait-ce qu'à un petit niveau, pour grandir plus tard. Donc ce ministre me disait, on critique les politiques, nous on va vers les jeunes, on a des projets pour eux, mais ils ne sont intéressés que par les réunions politiques où il y a des cocktails, ils prennent un peu de champagne, un peu d'amuse-gueule, ils parlent un peu, ils font le chic, et puis derrière, il n'y a rien. Donc il y a aussi, du côté des populations qui demandent un changement, un effort à faire. Je dirais que tu as quand même beaucoup changé peut-être en 5 ans. Ouais. Je vois que vraiment la fibre entrepreneuriale a pris vraiment sur tout le continent africain. On a pour écho, par exemple, ce site que tout le monde connaît, d'Investir au pays, où on voit qu'effectivement, en termes d'influence, tous les jours, ça gonfle. Donc ça veut dire que effectivement, les gens sont intéressés de savoir comment entreprendre, comment se rendre autonome, et la jeunesse est active. Moi, bon, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Oui. voilà, ça bouge énormément. Non, mais c'est vrai. Il nous reste 2 minutes. C'est vrai, on a beaucoup tiré à boulet rouge sur les politiques, mais il faut également interpeller la masse, la jeunesse, à ce qu'elle s'intéresse beaucoup plus sérieusement à son avenir. Alors, évidemment, c'est tout le temps difficile de demander à des jeunes qui ont raté, on va dire, une forme d'éducation familiale, parce qu'il y a cela aussi, qui ont raté une sorte d'éducation familiale. La formation, en termes d'enseignement, ils ne l'ont pas véritablement eu, mais ils sont quand même, ils ont envie de changer des choses. Ils ont quand même des capacités. Ils ont quand même les capacités. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, notamment, pour répondre à cette masse de... Parce que chez nous, il y a vraiment, et même en Afrique, il y a 2 sortes de jeunesse. Il y a la jeunesse éduquée, il y a la jeunesse pas éduquée, et celle du milieu reste assez marginale. Et aujourd'hui, beaucoup d'États sont en train de réfléchir à mettre en place ce qu'ils appellent l'école de la deuxième chance pour offrir une nouvelle opportunité aux jeunes pour s'insérer au niveau professionnel. Ça a été lancé par la Côte d'Ivoire il y a quelques jours et je pense que d'autres États vont suivre. C'est vrai que l'éducation c'est important parce qu'aujourd'hui, comme tout va vite, on a envie de se faire de l'argent rapidement, alors que dans les anciennes générations, ils partaient du principe que même à 70-80 ans, on reste encore des étudiants parce qu'on apprend tous les jours. Alors, Oui. bon, c'est la fin de cette émission. Vous qui nous regardez, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on a apprécié. Qu'est-ce que vous pensez, justement, le sujet, c'était quoi? Du retrait de la France de certains pays africains, pour citer le cas du Mali, du Burkina Faso, et puis de quel pays? Et la Guinée-Conakry. Centrafrique, ouais. Même la Centrafrique. Centrafrique. Voilà. Merci d'avoir regardé cette émission. Merci, Merci, Eugénie. Val. Merci Patrice, Nico. À très bientôt pour un nouveau numéro. Écoute Paris sur Vox Africa.